Votre Majesté ne peut pas abdiquer. La Suède a besoin d'un héritier. Le cri désespéré du conseiller royal résonne dans les couloirs du palais royal de Stockholm, mais il est déjà trop tard. Dans les appartements royaux, une femme de 27 ans se défait lentement de ses vêtements féminins pour la dernière fois en tant que reine. Chaque pièce de soie et de brocart qui tombe au sol représente une chaîne brisée, une convention défiée, un scandale qui naît. Christine de Suède s'apprête à commettre l'acte le plus choquant de sa vie. Abandonner volontairement le trône le plus puissant d'Europe du Nord pour vivre en homme, aimer qui elle veut et scandaliser le monde entier. Mais ce moment de libération radicale n'est pas sorti de nulle part. L'histoire de Christine est la chronique d'une femme qui, depuis l'enfance, refusa d'accepter les rôles que la société tentait de lui imposer, qui transforma la cour suédoise en foyer de rumeurs sexuelles et qui finirait par devenir l'une des figures les plus controversées du XVIIe siècle. Comment une princesse élevée pour être roi devint-elle la reine qui préféra les femmes et choqua même le pape? Christine Vasa naquit le 8e jour de décembre de l'année 1626 dans une Suède qui dominait l'Europe du Nord comme une superpuissance militaire. Elle a été la fille du légendaire roi Gustave Adolphe II, connu sous le nom de Lion du Nord, qui avait transformé la Suède d'un royaume périphérique en l'une des nations les plus redoutées du continent. Sa mère, Marie-Éléonore de Brandebourg, était une princesse allemande, au tempérament instable, qui ne s'adapta jamais complètement à la vie dans la cour suédoise glaciale. La naissance de Christine fut une catastrophe dynastique déguisée en joie. Gustave Adolphe avait placé tous ses espoirs dans la naissance d'un héritier mâle qui continuerait sa lignée guerrière. Quand les sages-femmes annoncèrent que l'enfant était une fille, le roi refusa d'abord de le croire. Les récits de l'époque décrivent comment il examina personnellement le bébé, cherchant désespérément des signes de masculinité qui justifieraient ses attentes frustrées. Mais Gustave Adolphe était avant tout un homme pragmatique, réalisant qu'il pourrait ne pas avoir d'autres enfants, une prémonition qui s'avérerait exacte. Il prit une décision révolutionnaire pour l'époque. Il éduquerait Christine comme si elle était un prince. Cette décision, apparemment pratique, planterait les graines de l'une des personnalités les plus complexes et controversées de l'histoire européenne. L'éducation princière de Christine fut extraordinaire, même selon les standards royaux de l'époque. Alors que d'autres princesses apprenaient la broderie, la musique et l'étiquette, Christine étudiait le latin, le grec, l'histoire militaire, la philosophie, les mathématiques et les sciences de politique. À l'âge de 5 ans, elle parlait déjà couramment le suédois, l'allemand et le français. À 10 ans, elle maîtrisait le latin mieux que beaucoup d'érudits adultes et pouvait discuter de philosophie classique avec les meilleurs précepteurs d'Europe. Mais c'est quand Christine atteignit l'âge de 6 ans que sa vie changea dramatiquement. Le 6e jour de novembre de l'année 1632, arriva la nouvelle qui ébranlerait non seulement sa vie personnelle, mais tout l'équilibre des pouvoirs en Europe. Gustave Adolphe était mort à la bataille de Lützen en Allemagne, pendant la guerre de 30 ans. Le Lion du Nord était tombé au combat, laissant sa fille de 6 ans comme unique héritière du trône suédois. Le couronnement d'une enfant de 6 ans comme reine de l'une des plus grandes puissances européennes créa une situation politique délicate. Un conseil de régence fut établi, dirigé par le brillant homme d'État, Axel Oxenstierna, qui avait été le principal conseiller de Gustave Adolphe. Pendant les 15 années suivantes, Oxenstierna gouvernerait la Suède au nom de Christine, façonnant à la fois la politique étrangère et l'éducation de la jeune reine. Ce fut pendant cette période de régence que les traits les plus distinctifs de la personnalité de Christine commencèrent à émerger. Elle démontrait une intelligence féroce qui impressionnait même les érudits les plus expérimentés, mais aussi une obstination
et une indépendance qui inquiétait profondément les conseillers. Christine refusait catégoriquement de porter des robes féminines quand c'était possible, préférant des vêtements qui lui permettaient une plus grande liberté de mouvement. Elle montait à cheval, comme un homme, pratiquait l'escrime et la chasse avec une passion qui scandalisait les dames de la cour. Plus troublante encore, à l'âge de 12 ans, Christine montrait déjà une indifférence complète envers les jeunes nobles, qui lui étaient présentés comme de potentiels futurs époux. Au lieu de cela, elle affichait une préférence marquée pour la compagnie des jeunes dames de sa cour, particulièrement pour une belle jeune femme nommée Ebba Sparré, qui deviendrait sa compagne constante et l'objet de rumeurs qui scandaliseraient l'Europe. En l'année 1644, quand Christine atteignit l'âge de 18 ans, elle assuma officiellement le gouvernement direct de la Suède. Le couronnement fut une cérémonie magnifique qui attira des diplomates de toute l'Europe, tous curieux de voir comment une femme si jeune gouvernerait l'une des nations les plus puissantes du continent. Ce qu'ils trouvèrent fut une personnalité qui défiait toutes les attentes et conventions de l'époque. Christine transforma rapidement la cour suédoise en l'un des centres intellectuels les plus vibrants d'Europe. Elle invita des philosophes, des scientifiques, des artistes et des écrivains de tout le continent à vivre à Stockholm, créant une atmosphère culturelle qui rivalisait avec Paris et Rome. René Descartes, le célèbre philosophe français, fut persuadé de venir en Suède pour servir comme précepteur personnel de la reine, un honneur qu'il paierait de sa propre vie pendant le brutal hiver de l'année 1550. Mais c'est le comportement personnel de Christine qui choqua vraiment ses contemporains. Elle refusait catégoriquement de considérer toute proposition de mariage, y compris les offres de princes des plus grands royaumes d'Europe. Quand ses conseillers la précéda sur la nécessité de produire un héritier, Christine répondait avec une franchise qui mettait tout le monde mal à l'aise. « Le mariage me répugne », déclara-t-elle à une occasion. « Je ne peux imaginer rien de plus terrible que d'être possédée par un homme. » Cette aversion pour le mariage n'était pas purement théorique. Christine avait développé une réputation de maintenir des relations intimes exclusivement avec des femmes. Son lien avec Ebba Sparré avait évolué d'une amitié intime vers quelque chose que les contemporains décrivaient en chuchotant comme « contre nature ». Les deux femmes étaient inséparables, partageaient des appartements, et Christine se référait fréquemment en public à Ebba comme « ma chérie » et « mon cœur ». Encore plus scandaleux était le comportement de Christine lors d'événements sociaux. Elle dansait exclusivement avec des femmes, refusait d'accepter les galanteries de des courtisans masculins et avait développé l'habitude de porter des vêtements masculins en occasions privées. Les diplomates étrangers envoyaient donc des rapports inquiets à leur capitale, décrivant une reine qui préfère la compagnie des femmes d'une manière qui défie toute décence et ordre naturel. Le comportement de Christine n'était pas seulement une question de préférence personnelle, il avait des implications politiques profondes. Le refus de se marier signifiait qu'il n'y aurait pas d'héritier direct, créant une incertitude sur la succession suédoise. Plus problématiquement, ces tendances, que beaucoup considéraient comme hérétiques, commencèrent à affecter la politique religieuse du royaume. La Suède était devenue l'une des nations protestantes les plus ferventes d'Europe pendant le règne de Gustave Adolphe. Le luthéranisme n'était pas seulement la religion officielle, mais une partie fondamentale de l'identité nationale suédoise. Christine, cependant, commença à démontrer une curiosité croissante pour le catholicisme qui alarma profondément l'establishment religieux protestant. Cette curiosité n'était pas académique. Christine avait commencé à maintenir une correspondance secrète avec des jésuites, à lire de la littérature catholique interdite et à questionner publiquement certains dogmes luthériens. Quand elle était interrogée par des ministres protestants sur ses activités, elle répondait avec une arrogance royale qui n'admettait aucun questionnement. Une reine a le droit de chercher la vérité où qu'elle se trouve.
La situation devint encore plus compliquée quand Christine commença à être influencée par son confesseur particulier, un prêtre catholique déguisé qui avait obtenu l'accès à la cour suédoise par des connexions diplomatiques. Cet homme, dont le vrai nom était Paolo Casati, commença lentement à semer des doutes sur le protestantisme dans l'esprit déjà rebelle de Christine. Pendant l'année 1551, les rumeurs sur les inclinations religieuses et sexuelles de Christine atteignirent un point critique. Le Parlement suédois, connu sous le nom de Riksdag, commença à faire pression ouvertement pour son mariage et la production d'un héritier. Les ambassadeurs de diverses nations européennes envoyaient des rapports alarmés sur la reine hérétique qui pervertissait l'ordre naturel dans les questions de foi et de morale. C'est à ce moment de pression maximale que Christine prit la décision la plus choquante de sa vie. Elle abdiquerait du trône, se convertirait publiquement au catholicisme et vivrait le reste de sa vie comme une femme libre des conventions sociales qui l'emprisonnaient. Cette décision ne fut pas prise impulsivement, elle avait été soigneusement planifiée pendant des mois, avec l'aide d'agents catholiques secrets qui promirent un soutien financier et politique du pape. Le 6e jour de juin de l'année 1544, dans une cérémonie qui choqua toute l'Europe, Christine abdiqua formellement du trône suédois en faveur de son cousin Charles Gustave. La cérémonie eut lieu au château d'Uppsala et les témoins décrivirent donc comment Christine semblait rayonnante de bonheur en remettant la couronne et le sceptre, comme si elle se libérait d'une prison dorée. Immédiatement après l'abdication, Christine commença sa transformation radicale. Elle coupa ses longs cheveux blonds, adopta des vêtements masculins comme tenue standard et prit le nom masculin de comte Dohna pour ses voyages. L'ancienne reine de Suède était devenue, littéralement du jour au lendemain, un homme aux yeux du monde. Le voyage de Christine vers Rome fut l'un des plus extraordinaires de l'histoire européenne. Voyageant déguisée en noble masculin, elle traversa l'Europe causant scandale et fascination à parts égales. Dans chaque ville où elle s'arrêtait, des foules se rassemblaient pour voir la reine qui devint homme. Et son entourage grossissait de curieux, d'aventuriers et de réfugiés religieux qui voyaient en elle un symbole de liberté radicale. Quand Christine arriva finalement à Rome, en l'année 1555, sa conversion publique au catholicisme fut célébrée comme l'une des plus grandes victoires diplomatiques et religieuses du siècle. Le pape Alexandre VII organisa une cérémonie de conversion spectaculaire dans la basilique Saint-Pierre, Christine étant présentée comme preuve que même les hérétiques les plus obstinés pouvaient en être ramenés à la vraie foi. Mais ce que le Vatican n'avait pas anticipé, c'est que Christine apporterait avec elle toutes ses habitudes scandaleuses. À Rome, elle continua à porter des vêtements masculins, à maintenir des relations exclusivement avec des femmes et à défier les conventions sociales avec une audace qui rendait même les cardinaux, les plus libéraux, mal à l'aise. La résidence de Christine à Rome devint rapidement l'un des lieux les plus controversés de la ville. Elle établit un salon intellectuel qui attirait des libres penseurs, des artistes bohèmes et des femmes qui, comme elle, défiaient les normes sociales. Des rumeurs circulaient sur des orgies féminines et des rituels païens qui auraient eu lieu lors de ces fêtes privées. Plus problématique pour le Vatican était le fait que Christine refusait de vivre comme une femme catholique dévote le devrait. Elle ne montrait aucun intérêt pour les couvents ou la vie religieuse contemplative. Au lieu de cela, elle cherchait un engagement politique actif, tentant d'influencer la politique papale et même considérant des campagnes militaires pour reconquérir le trône suédois. Le scandale atteignit son apogée quand Christine s'impliqua romantiquement avec une jeune comtesse italienne nommée Maria Mancini. La relation était si ouverte et notoire qu'elle parvint aux oreilles du pape lui-même. Quand elle fut confrontée par les autorités ecclésiastiques
sur la nature inappropriée de son amitié avec la comtesse, Christine répondit avec la même arrogance royale qui avait caractérisé sa jeunesse. « Dieu m'a faite comme je suis, et je ne m'excuserai pas pour son œuvre. » La pression du Vatican força finalement Christine à être plus discrète dans ses relations, mais ne changea pas fondamentalement sa nature. Elle passa le reste de sa vie à Rome, naviguant entre son statut de convertie catholique célébré et sa réalité de femme qui refusait simplement de se conformer à toute attente sociale. Pendant ces années romaines, Christine maintint une correspondance extensive avec des intellectuels à travers l'Europe, devenant l'une des figures les plus influentes du mouvement, qui serait plus tard connu sous le nom des Lumières. Ces lettres révèlent un esprit brillant, aux prises avec des questions d'identité, de sexualité, de religion et de pouvoir qui étaient d'hommes des siècles en avance sur leur temps. Christine devint aussi une mécène des arts, finançant des artistes, des musiciens et des écrivains qui produisaient des œuvres qui défiaient fréquemment les conventions religieuses et sociales. Sa protection permit à de nombreux artistes d'explorer des thèmes d'ambiguïté sexuelle et de critique religieuse qui auraient été impossibles sous d'autres mécènes. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant des années romaines de Christine fut son influence sur d'autres femmes. Sa résidence devint un refuge pour des femmes qui, comme elle, se sentaient emprisonnées par les attentes sociales de leur époque. Elle offrait protection, financement et encouragement aux femmes qui voulaient mal vivre des vies indépendantes, étudier ou s'engager dans des activités inappropriées pour leur genre. Cependant, la vie de Christine à Rome ne fut pas sans défi. Elle fit face à une pression financière constante, car sa pension suédoise était irrégulière et le soutien papal venait avec des conditions. Elle lutta aussi avec des épisodes de dépression profonde, particulièrement liés à sa séparation forcée des femmes qu'elle avait aimées. L'un des épisodes les plus dramatiques de sa vie romaine eut lieu en l'année 1667, quand elle ordonna l'exécution d'un membre de sa maison, le marquis Monaldeschi, pour trahison. Le meurtre eut lieu au palais de Fontainebleau pendant une visite en France et choqua l'Europe par sa brutalité. Christine justifia l'acte en alléguant que, en tant qu'ancienne reine, elle conservait le droit de justice de vie et de mort sur ses serviteurs, mais l'incident révéla un côté sombre de sa personnalité que beaucoup avaient oublié. En vieillissant, Christine devint une figure de plus en plus excentrique et isolée. Ses excentricités incluaient garder des animaux exotiques dans sa résidence, pratiquer l'alchimie et prétendre avoir des visions prophétiques. Elle développa aussi des théories de politique radicales sur l'égalité des genres et les droits individuels qui étaient dits des siècles en avance sur leur temps. Les dernières années de Christine furent mieux marquées par une mélancolie croissante. Elle avait atteint une liberté personnelle d'une manière qu'aucune femme de son époque n'avait accomplie, mais avait payé un prix terrible en termes d'isolement et de controverses constantes. Ses mémoires, écrites pendant cette période, révèlent une femme profondément consciente qu'elle avait été à la fois pionnière et victime de sa propre nature révolutionnaire. Christine mourut le 19e jour d'avril de l'année 1689, à l'âge de 62 ans, dans son palais de Romain. Ses dernières deux paroles, selon les témoins, furent « J'ai vécu comme j'ai voulu, aimé comme j'ai pu, et maintenant je meurs comme je dois ». Elle fut enterrée à Sainte-Pierre, un honneur extraordinaire pour toute convertie, mais particulièrement significatif pour une femme qui avait passé sa vie à défier l'autorité religieuse. Les funérailles de Christine furent un événement international avec des représentants de toute l'Europe assistant pour rendre hommage à l'une des figures les plus controversées du siècle. Le pape Innocent XI, malgré les controverses qu'elle avait causées, la loua comme une âme courageuse qui chercha la vérité sous toutes ses formes. L'héritage de Christine de Suède est complexe et multifacette. Pour certains,
Elle fut une héroïne féministe avant la lettre, une femme qui refusa d'accepter les limitations imposées par son genre et qui ouvrit la voie aux futures générations de femmes indépendantes. Pour d'autres, elle fut une figure tragique qui sacrifia un pouvoir réel pour une liberté personnelle, seulement pour découvrir que la liberté complète est impossible dans toute société. Plus significativement, Christine défia des notions fondamentales sur le genre, la sexualité et le pouvoir que son époque considérait comme immuables. Elle vécut comme un homme quand elle le voulut, aima des femmes ouvertement, régna comme reine et se convertit au catholicisme par son propre choix. Dans une ère de conformité rigide, elle représenta la possibilité radicale d'autodétermination complète. Son influence sur le développement des idées sur les droits individuels et l'égalité des genres peut être tracée à travers les siècles. Les écrivains des Lumières citaient fréquemment Christine comme exemple que les limitations imposées aux femmes étaient hommes sociales, non naturelles. Les féministes des XVIIIe et XIXe siècles la voyaient comme précurseur de leur propre mouvement. Peut-être le plus important, Christine démontra qu'il était possible de défier les attentes sociales les plus fondamentales et de survivre. Bien qu'elle ait payé un prix élevé en termes d'isolement et de controverse, elle ne se soumit jamais aux pressions pour se conformer. Dans une époque où la plupart des gens vivaient donc des vies entièrement déterminées par la naissance, la classe et le genre, Christine créa sa propre identité selon ses propres désirs et convictions. L'histoire de Christine de Suède reste pertinente aujourd'hui comme rappel que les catégories sociales que nous prenons souvent comme naturelles sont en réalité des constructions humaines qui peuvent être défiées et changées. Elle prouva qu'une personne déterminée peut transcender les limitations de son époque, même si cela signifie vivre comme un scandale perpétuel. Christine de Suède fut beaucoup de choses, reine, convertie, intellectuelle, mécène des arts et révolutionnaire sexuelle. Mais par-dessus tout, elle fut une femme qui refusa d'accepter que sa vie soit déterminée par toute autorité externe, qu'elle soit politique, religieuse ou sociale. En ce sens, elle reste une figure inspirante pour quiconque cherche à vivre authentiquement dans un monde qui préfère la conformité. La reine qui préféra les femmes et devint un scandale au Vatican, laissa un héritage qui continue de résonner à travers les siècles, que la liberté personnelle vaut tout prix et que vivre authentiquement est le plus grand acte de courage qu'un être humain puisse accomplir. L'influence de Christine s'étendit bien au-delà de ses relations personnelles controversées. Elle fut l'une des premières figures historiques à articuler publiquement l'idée que le genre était une construction sociale, non une détermination biologique absolue. Ces mots célèbres « Je ne suis ni homme ni femme, mais plutôt une âme qui a choisi sa propre forme » choquèrent même ses contemporains, mais résonneraient à travers les siècles comme un cri de guerre pour les futures générations de non-conformistes. À Rome, Christine établit ce que beaucoup d'historiens considèrent comme le premier salon littéraire véritablement inclusif d'Europe. Contrairement aux autres salons de l'époque, qui étaient dominés par des hommes ou restreints aux femmes de classe spécifique, le salon de Christine accueillait des personnes de toutes orientations, genres et origines sociales. C'était un espace où des idées radicales sur la sexualité, la religion et la politique pouvaient être débattues librement, quelque chose de pratiquement impossible partout ailleurs dans l'Europe du XVIIe siècle. L'impact de Christine sur la littérature et la philosophie de son époque fut profond. Elle correspondit avec pratiquement tous les grands penseurs de la période, incluant Leibniz, Spinoza et Pascal. Ces lettres, dont beaucoup ont été préservées, révèlent un esprit extraordinairement avancé pour son temps, capable de discuter des questions de métaphysique et de politique avec une égale facilité. Plus importante, elle fut l'une des premières personnes à articuler l'idée que l'identité personnelle était une question de choix individuel, non de détermination sociale,
ou religieuses. Le courage de Christine de vivre authentiquement lui coûta bien plus qu'un simple trône. Elle sacrifia la sécurité financière, l'acceptation sociale et même des relations durables au nom de sa liberté personnelle. Mais ce sacrifice ne fut pas vain. Elle ouvrit la voie à d'innombrables autres qui viendraient après elle, démontrant qu'il était possible de vivre selon ses propres termes, même dans une société qui mettait la conformité au-dessus de tout. Peut-être l'aspect le plus remarquable de Christine fut sa capacité à maintenir son intégrité personnelle, même quand cela signifiait être en conflit constant avec les autorités. Qu'elle défie l'establishment protestant de Suède, choque la hiérarchie catholique de Rome, ou scandalise la société séculière avec ses relations, elle ne compromit jamais son essence pour l'approbation externe. L'héritage de Christine de Suède reste vivant aujourd'hui, non seulement comme curiosité historique, mais comme exemple puissant que l'authenticité personnelle est possible même dans les circonstances les plus difficiles. Dans une ère où les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle continuent donc d'être débattues, l'histoire de Christine sert de rappel que la lutte pour la liberté d'être qui nous sommes vraiment est aussi ancienne que l'humanité elle-même, et que le courage individuel peut en effet changer le monde.